Dans la vibrante ville de Paris, parmi les rues chargées d'histoire et les bâtiments imposants, se trouve le bureau de Dubois Construction, une entreprise renommée qui se démarque dans le paysage de la construction. Au sein de cet univers de projets ambitieux et de négociations incessantes, Marie, une femme de ménage discrète, parcourt silencieusement les couloirs et les bureaux. Vêtue de son uniforme simple, qui contraste avec le luxe et la sophistication qui l'entoure, elle devient presque une ombre, faisant partie du décor, rarement remarquée par les professionnels occupés qui y travaillent. Son quotidien est une symphonie de mouvements calculés, nettoyer, organiser, polir, le tout avec une efficacité et une discrétion que seules des années de pratique pourraient lui procurer. Le son de ses pas est étouffé par la moquette épaisse, tandis que le bruit du bureau, téléphone qui sonne, conversations animées, le cliquetis occasionnel des chaussures contre le sol, reste inébranlable, un monde à part du sien. Par une matinée particulièrement animée, alors que Marie vidait les corbeilles à papier d'un des bureaux les plus éloignés, un groupe d'ingénieurs discutait animément des délais de livraison d'un projet. L'un d'eux, sans se retourner, renverse accidentellement une pile de documents qui s'éparpillent sur le sol comme des feuilles au vent. « Excusez-moi, Marie, pourriez-vous » commença l'un des ingénieurs, remarquant enfin le désordre, mais sans terminer sa phrase, se replongeant dans la discussion dès qu'elle commença à ramasser les papiers. « Bien sûr, monsieur. » « Ne vous inquiétez pas, répondit Marie, d'une voix si douce qu'elle se confondait presque avec le brouhaha du bureau. Sa présence était si discrète que même lors d'un moment d'interaction directe, elle redevint rapidement une figure en arrière-plan, son existence brièvement reconnue avant d'être à nouveau oubliée. Malgré l'anonymat, Marie ne permettait pas l'indifférence des autres à l'affecter. Elle trouvait une certaine paix dans la routine, dans le son de l'éponge contre la surface du bureau, dans l'éclat propre laissé dans son sillage. Pour elle, chaque pièce propre était une petite victoire, un espace d'ordre dans le chaos du quotidien corporatif. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se coucher sur la ville, teintant le ciel d'orange et de rose, Marie achevait ses tâches. Elle rangeait ses outils de nettoyage, s'assurant que tout était à sa place pour le lendemain. Jetant un dernier regard autour du bureau désormais silencieux et vide, elle s'accordait un bref sourire de satisfaction pour le travail accompli, avant de disparaître par la porte de derrière, ne laissant derrière elle qu'une douce lueur sous les lumières nocturnes de Paris. Ainsi se terminait un autre jour dans la vie de Marie, l'ombre discrète de Dubois Construction, dont l'histoire était sur le point de prendre un tournant inattendu, la transformant d'une présence presque invisible en une figure centrale dans la narration de sa propre vie et de ceux qui l'entourent. Au cœur du bureau de Dubois Construction, tandis que la journée se déroulait avec sa mélange habituel d'urgence et de créativité, Marie se retrouvait dans une situation inhabituelle. Habituellement plongée dans sa routine de nettoyage, ce matin-là, un fragment de conversation attira son attention et la sortit momentanément de son monde d'ombre et de silence. Laurent Dubois, le directeur de l'entreprise, et Julien Moreau, son secrétaire de confiance, se trouvaient au bout du couloir, près de la salle de réunion, discutant avec un ton d'urgence que Marie n'entendait que rarement. Le bureau était plus calme à ce moment-là, beaucoup d'employés étant concentrés sur leurs tâches ou en réunions internes, créant un silence qui permettait à leur voix de voyager dans l'espace avec clarté. « On est dans une situation délicate, Julien. La réunion avec les représentants chinois, c'est demain, et sans un traducteur, on est pratiquement en train de naviguer à vue, disait Laurent, sa voix empreinte de frustration et de préoccupation. C'était un homme imposant, dont la présence remplissait généralement la pièce, et son inquiétude était un signe clair de la gravité du problème. Julien, plus réservé mais tout aussi inquiet, feuilletait rapidement les contacts sur sa tablette, cherchant une solution. Peut-être qu'on peut trouver un service de traduction de dernière minute. Il y a encore du temps, si on agit vite. Laurent secoua la tête, mécontent de la suggestion. Les services d'urgence ne sont jamais de la qualité dont on a besoin. La terminologie technique du bâtiment est complexe et les malentendus peuvent coûter cher. Sans parler de la question de la confidentialité. Marie, se tenant à une distance sûre, serrait le manche de son balai plus fort que nécessaire. La conversation l'intéressait particulièrement, non seulement en raison de la rareté d'entendre de telles préoccupations de ses supérieurs, mais aussi parce qu'elle-même détenait un secret qui pourrait être la solution à leur impasse. Le besoin d'un traducteur pour le chinois, une langue qu'elle connaissait bien grâce à une enfance passée entre les livres et les professeurs particuliers, était une coïncidence presque providentielle. La ville avait, d'une manière ou d'une autre, préparé pour ce moment précis, bien que personne autour d'elle ne puisse imaginer que la discrète femme de ménage possédait une telle compétence. Laurent soupira, visiblement épuisé par la situation. Si seulement nous avions plus de temps, se lamenta-t-il, sans espoir. Marie ressentit un élan, une étincelle de courage qui l'incitait à intervenir.
Elle savait que, en le faisant, elle franchirait une ligne invisible qui séparait son monde silencieux de celui régi par les voix et les décisions. Pendant un moment, elle hésita, remettant en question la prudence de son action. Mais l'urgence dans la voix de Laurent et sa propre conscience de sa capacité à aider à résoudre un problème si critique la poussèrent en avant. Avec des pas hésitants mais déterminés, Marie s'approcha des deux hommes, prête à offrir son aide, et ce faisant, à révéler un aspect d'elle-même que personne chez Dubois Construction ne connaissait. C'était un pas audacieux, un écart par rapport au chemin qu'elle avait parcouru jusqu'à présent, mais Marie sentait, au fond d'elle-même, que c'était la bonne chose à faire. Dans un après-midi tranquille chez Dubois Construction, Marie poursuivait sa routine méticuleuse, se déplaçant avec la même discrétion et efficacité qu'à l'accoutumée. Alors qu'elle nettoyait le vaste et lumineux bureau de Laurent Dubois, le PDG de l'entreprise, elle ne pouvait s'empêcher d'entendre une conversation tendue qui se déroulait de l'autre côté de la pièce. Laurent, avec une expression de préoccupation clairement visible même à distance, parlait au téléphone avec une urgence qu'il montrait rarement. À ses côtés, Julien Moreau, le jeune secrétaire dont la compétence et la loyauté en avaient fait une présence constante aux côtés de Laurent, assistait à la conversation avec un regard tout aussi tendu. L'inquiétude était palpable, le traducteur officiel de l'entreprise, élément clé des négociations imminentes avec une importante entreprise chinoise, était soudainement tombé malade. La nouvelle ne pouvait pas être arrivée à un pire moment. Sans un remplaçant à la hauteur, le risque de malentendu ou pire, d'un échec complet dans les négociations était bien trop élevé. Marie, restant dans son rôle d'observatrice silencieuse, ne put s'empêcher de saisir des fragments de la conversation. La gravité de la situation était évidente, et pendant un instant, elle hésita, partagée entre sa loyauté envers sa position discrète et le désir croissant d'aider. C'est alors que Laurent raccrocha le téléphone avec un soupir frustré et se tourna vers Julien, déclarant à voix haute « On doit trouver une solution, Julien. On ne peut pas se laisser affecter par ça. » Julien, se passant la main dans les cheveux dans un geste de stress, acquiesça simplement, sans toutefois offrir de solution viable. C'est dans cet instant de vulnérabilité partagée que Marie, poussée par un sens du devoir qui dépassait sa réserve habituelle, fit quelque chose de totalement hors de caractère, elle intervint. « Excusez-moi d'interrompre » commença Marie, sa voix ferme mais basse, brisant le silence qui suivit son approche. Laurent et Julien la regardèrent, surpris par son audace. « Yeah. Je peux aider. Je parle couramment chinois. » La surprise se lisait sur les visages de Laurent et Julien. Julien, se reprenant le premier, demanda avec un mélange de scepticisme et d'espoir, « Tu parles chinois ?» Marie hocha simplement la tête, et, face au regard incrédule de Laurent, elle continua, « J'ai étudié pendant des années. Si vous avez besoin d'un interprète, je suis à votre disposition. » Laurent, toujours sceptique mais clairement désespéré de trouver des options, proposa un test improvisé. Il prit un document en chinois sur son bureau et demanda à Marie de le lire et de le traduire sur le champ. Avec une assurance tranquille mais confiante, Marie accepta le défi. Elle lut le document à haute voix, avec la prononciation correcte et fluide, pour l'étonnement de ses supérieurs. Ensuite, elle traduisit le texte avec une telle précision et facilité qu'elle dissipa tout doute que Laurent et Julien auraient pu avoir. Le silence qui suivit fut brisé par Laurent, qui, avec un demi-sourire de soulagement et d'admiration, déclara « Marie, on dirait que tu viens de devenir notre interprète pour les négociations. » Julien, désormais avec un sourire sincère, ajouta « On a sous-estimé la demoiselle Marie. » À ce moment-là, Marie s'autorisa un petit sourire, consciente qu'elle avait franchi une ligne invisible de son existence discrète pour une position d'importance inattendue. Son offre inattendue avait non seulement surpris ses supérieurs, mais avait également ouvert la porte à un nouveau chapitre de sa vie, où sa voix serait entendue et sa présence enfin remarquée. Après la révélation surprenante de Marie, le bureau de Dubois Construction fut rempli d'un sentiment d'urgence mêlé à un nouvel espoir. Laurent, bien que toujours un peu surpris par le talent inattendu de Marie, reconnut l'opportunité unique qui se présentait à eux. Il décida de faire confiance à ses compétences, lui donnant ainsi l'occasion de jouer un rôle crucial dans les négociations avec l'entreprise chinoise. C'était un risque, mais un risque calculé, compte tenu de la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. Julien, chargé d'aider Marie dans sa préparation, entreprit sa tâche avec un enthousiasme renouvelé. Le premier pas était de s'assurer que Marie avait l'apparence adéquate pour l'occasion. L'importance de faire bonne impression visuellement lors des négociations commerciales internationales ne pouvait être sous-estimée, surtout lors d'un événement d'une telle envergure. Le lendemain matin, Julien et Marie se retrouvèrent à l'entrée du bureau. Julien, débordant d'énergie comme quelqu'un sur le point d'entreprendre une mission d'une grande importance, salua Marie avec un sourire encourageant.
Es-tu prête à trouver la tenue parfaite, lui demanda-t-il, essayant d'atténuer la tension qu'il percevait dans ses épaules. Marie, encore un peu incertaine quant à la transformation de son rôle dans l'entreprise mais déterminée à assumer sa nouvelle responsabilité, acquiesça. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'une des boutiques les plus renommées de Paris, réputée pour son service exclusif et ses vêtements de haute qualité. Lorsqu'ils entrèrent dans la boutique, ils furent accueillis avec un service impeccable. Julien expliqua la situation, mettant en avant l'importance de l'événement pour lequel Marie devait être habillée. La consultante en mode du magasin, avec un regard professionnel, évalua Marie et sélectionna rapidement quelques options de tenue alliant élégance et formalité, adaptées au contexte d'une négociation commerciale internationale. Marie, initialement déplacée parmi les soies et les coupes fines, commença à se voir sous un nouveau jour alors qu'elle essayait les tenues sélectionnées. Chaque pièce semblait la transformer, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement, renforçant sa confiance pour le défi qui l'attendait. Julien observait, offrant des opinions lorsque demandé, mais surtout admirant la transformation. Lorsque Marie apparut dans une tenue qui lui allait parfaitement, dégageant à la fois élégance et puissance, il n'y avait aucun doute que c'était le bon choix. « Celle-ci est parfaite, Marie. Tu sembles prête à conquérir le monde, commenta Julien, une lueur de fierté dans les yeux. » Avec la tenue choisie, les préparatifs pour les négociations semblaient enfin prendre forme. Sur le chemin du retour au bureau, Julien et Marie discutèrent des derniers détails concernant la réunion avec l'entreprise chinoise. Marie écoutait attentivement, absorbant chaque information, chaque conseil. Elle savait que la tâche qui l'attendait était difficile, mais elle se sentait de plus en plus prête à y faire face. À leur retour au bureau, Laurent attendait avec impatience de voir le résultat. En voyant Marie, il ne put s'empêcher de sourire, impressionné par la transformation. « Marie, tu es reconnaissable. Je suis sûr que nous ferons une excellente impression. » Marie, désormais vêtue non seulement d'une tenue reflétant sa nouvelle position, mais aussi portant la confiance qui avait été construite tout au long de cette journée, se sentait prête. Le grand jour approchait, et elle était prête à prouver sa valeur, non seulement à Laurent et Julien, mais aussi à elle-même. Aux premières lueurs du jour décisif, le bureau de Dubois Construction à Paris était agité d'une manière inhabituelle. L'anxiété se mêlait à l'attente du déroulement des négociations avec l'entreprise chinoise, un événement qui pourrait définir l'avenir de la société. Marie, au cœur de ce tourbillon, se préparait à jouer un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé. Vêtue impeccablement de la tenue choisie la veille, son apparence était l'incarnation de l'élégance et du professionnalisme. Mais la transformation n'était pas seulement extérieure. Intérieurement, Marie se sentait revigorée par un sentiment de dessein et de confiance, une métamorphose impulsée par le soutien inattendu de ses collègues et par la confiance placée en ses compétences par Laurent. En entrant dans la salle de conférence où les négociations allaient se dérouler, Marie prit une profonde inspiration, se permettant un instant pour assimiler la réalité de sa situation. Devant elle, une longue table autour de laquelle les représentants chinois et l'équipe de Dubois Construction prendraient place, tous attendant son rôle d'interprète. Laurent et Julien, déjà présents, lui offrirent des sourires encourageants. « Nous comptons sur toi, Marie, » murmura Laurent, sa voix transmettant un mélange de nervosité et de confiance. Lorsque les représentants chinois arrivèrent, les formalités initiales furent échangées, et la réunion débuta. Marie assuma son rôle avec une sérénité impressionnante, traduisant les paroles de Laurent et de Julien avec précision et fluidité. Sa prononciation claire et sa capacité à saisir les nuances culturelles dans la communication laissaient clairement entendre qu'elle n'était pas une interprète improvisée, mais une professionnelle compétente. Alors que la réunion avançait, la tension initiale laissa place à un dialogue productif. Les représentants chinois, initialement surpris par l'habileté de Marie, se montraient de plus en plus engagés, acquiesçant de la tête et exprimant leur satisfaction. Ils commentèrent, lors d'un moment de pause, la qualité exceptionnelle de la traduction, un compliment que Marie reçut avec humilité et gratitude. Laurent et Julien, observant l'interaction, ressentirent un optimisme croissant. La performance de Marie facilitait non seulement la communication, mais élevait également le niveau des négociations, créant un climat de respect mutuel et de compréhension. À la fin de la réunion, des poignées de main fermes et des sourires satisfaits marquèrent le succès de la rencontre. Les représentants chinois exprimèrent leur admiration pour la préparation et le professionnalisme de l'équipe de Dubois Construction, un éloge qui, indirectement, était un hommage à la contribution inestimable de Marie. De retour à l'intimité du bureau de Laurent, le soulagement et la joie pour le succès des négociations étaient palpables. « Tu as été exceptionnelle, Marie » s'exclama Laurent, sa voix empreinte d'admiration et de gratitude.
Julien acquiesça, son regard envers Marie mêlant respect professionnel et une pointe d'admiration personnelle. Marie, se permettant enfin de se détendre après la tension des dernières heures, ressentit une vague d'émotion. La reconnaissance de son travail acharné et de son dévouement, dans un scénario qu'elle n'aurait jamais pu prévoir, était profondément gratifiante. Elle avait été sous les projecteurs, sous les feux de la rampe, et non seulement elle avait survécu, mais elle avait brillé. Après le triomphe inattendu des négociations, une atmosphère de célébration envahit le bureau de Dubois Construction. Laurent et Julien, soulagés et profondément impressionnés par la performance de Marie, l'invitèrent à dîner dans un restaurant raffiné de Paris, une manière de la remercier formellement pour sa contribution indispensable. Marie, bien qu'un peu hésitante en raison de sa nature réservée, accepta l'invitation, reconnaissant l'importance de ce geste. Lors du dîner, dans une ambiance plus intime et détendue, Laurent et Julien exprimèrent non seulement leur gratitude, mais aussi leur curiosité à propos de l'histoire de Marie. « Nous n'aurions jamais imaginé que tu parles couramment chinois », commenta Laurent, l'encourageant à en dire plus sur elle-même. Inspirée par l'atmosphère chaleureuse et l'intérêt sincère manifesté par ses collègues, Marie décida de s'ouvrir sur sa vie, quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle commença par raconter la perte précoce de ses parents, un événement qui avait profondément marqué son existence et l'avait laissée sous la garde d'une belle-mère après la mort de son père. « Ma belle-mère ne m'a jamais considérée comme faisant partie de la famille. Après la mort de mon père, elle a tout fait pour m'exclure de l'héritage, prétendant que c'était sa volonté, quelque chose que je sais être faux, partagea Marie, la douleur ancienne refaisant surface dans sa voix. Elle continua en expliquant comment, sans ressources ni soutien, elle s'était retrouvée obligée de chercher du travail pour subvenir à ses besoins, trouvant un poste de femme de ménage chez Dubois Construction. J'avais besoin d'un emploi, et le ménage semblait être quelque chose où je pouvais m'intégrer sans attirer trop l'attention, dit Marie, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres en se remémorant sa décision. Laurent et Julien écoutaient en silence, absorbant chaque mot. L'histoire de Marie, remplie de pertes et d'injustices, contrastait fortement avec la femme compétente et confiante qu'ils avaient connue. Il était évident qu'elle possédait une force intérieure remarquable, une résilience qui lui avait permis de surmonter les obstacles de la vie. « C'est incroyable, Marie. Votre force et votre détermination sont vraiment inspirantes », exprima Julien, son admiration évidente. Laurent acquiesça, ajoutant « Votre histoire montre que nous ne connaissons vraiment pas les batailles que chacun affronte. Vous avez tout mon respect, Marie. » Le dîner se poursuivit, mais l'ambiance avait changé. La révélation de l'histoire de Marie avait créé un lien de respect et d'empathie entre eux, renforçant la connexion que les circonstances professionnelles avaient initiée. Marie, de son côté, se sentit touchée par la compréhension et le soutien que Laurent et Julien lui offraient, une sensation d'appartenance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. En retournant au bureau ce soir-là, le lien entre Marie et ses collègues était solidifié, non seulement par un partenariat professionnel réussi, mais par un profond respect mutuel et la conscience que derrière chaque visage se cache une histoire qui mérite d'être entendue. Poussé par l'histoire de Marie et le désir de corriger les injustices qu'elle avait subies, Julien prit sur lui la mission de l'aider à récupérer son héritage. Le lendemain du dîner, il aborda Laurent avec l'idée, cherchant non seulement son approbation, mais aussi le soutien de l'entreprise pour affronter le défi juridique qui les attendait. Laurent, également ému par la résilience et l'injustice subie par Marie, accepta sans hésiter, promettant de fournir les ressources nécessaires pour la bataille juridique. Julien commença sa mission par une recherche méticuleuse, plongeant dans les registres publics, les documents juridiques et toute information qui pourrait aider à construire un dossier solide contre la belle-mère de Marie. Il sollicita également l'aide d'un avocat spécialisé en droit de la famille et des successions, expliquant la situation et assurant que Marie avait légitimement droit à l'héritage de son père. Pendant que Julien s'occupait de la recherche et de la préparation juridique, Marie faisait face à un conflit interne. D'une part, elle se sentait reconnaissante et pleine d'espoir à l'idée de récupérer ce qui lui revenait de droit, d'autre part, revivre les souvenirs douloureux de sa relation avec sa belle-mère et la perte de son père lui apportait une charge émotionnelle significative. Malgré cela, la détermination de Julien et le soutien continu de Laurent et des collègues renforçaient sa résolution de poursuivre la lutte pour la justice. À mesure que l'enquête avançait, Julien découvrit des preuves de manipulation financière et juridique de la part de la belle-mère de Marie, qui semblaient indiquer une intention claire de la dépouiller de son héritage. Des documents qui avaient été perdus et ou oubliés commencèrent à émerger, pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révélaient le véritable tableau de la situation. Une des découvertes les plus choquantes est survenue lorsqu'ils ont obtenu l'accès à une copie du testament original du père de Marie, qui contredisait explicitement les allégations de la belle-mère sur l'héritage.
Le testament indiquait clairement que Marie était la principale bénéficiaire, un fait que la belle-mère avait tenté de dissimuler avec des documents falsifiés. Armés des preuves recueillies, Julien et l'avocat se préparèrent à porter l'affaire devant la justice. Marie, bien que nerveuse à l'idée de confronter sa belle-mère au tribunal, se sentait renforcée par la justice de sa cause et par le soutien inébranlable de Julien et de ses amis chez Dubois Construction. La bataille pour la justice de Marie ne faisait que commencer, mais avec Julien à ses côtés, elle ressentait un espoir renouvelé. Ensemble, ils étaient déterminés à se battre jusqu'au bout, non seulement pour l'héritage, mais pour le principe selon lequel la vérité et la justice devaient prévaloir sur la cupidité et la manipulation. Poussés par la détermination à rechercher la justice, Marie et Julien se sont lancés dans un voyage juridique complexe. La révélation des injustices subies par Marie avait profondément touché Julien, qui s'était engagé à la soutenir inconditionnellement dans sa lutte pour l'héritage légitime. Ensemble, ils ont commencé à préparer le terrain pour affronter la bataille juridique imminente, une tâche qui exigerait non seulement du courage, mais aussi une stratégie méticuleuse. La première étape consistait à trouver un avocat spécialisé en droit des successions, quelqu'un avec l'expertise et la ténacité nécessaires pour affronter un cas rempli de complexité et de pièges juridiques. Après quelques recommandations et entretiens, ils ont opté pour Maître Lefebvre, un avocat réputé pour son intégrité et son succès dans des affaires similaires. Lors de leur première réunion, Maître Lefebvre écouta attentivement l'histoire de Marie, ses expressions reflétant un mélange de compassion et de détermination professionnelle. « Il nous faudra toutes les preuves possibles qui peuvent prouver votre lien avec votre père et toute manipulation possible du testament », expliqua Maître Lefebvre en détaillant le plan d'action. Marie et Julien ont passé les jours suivants à fouiller des boîtes de vieux documents, des lettres et des photos que Marie avait conservées, cherchant tout ce qui pourrait servir de preuve. Pendant ce temps, la belle-mère de Marie, ayant été informée de l'action en justice, s'est armée de ses propres avocats, se préparant à défendre sa revendication à l'héritage. Elle n'avait pas l'intention de céder facilement, et les premiers échanges entre les avocats ont clairement indiqué que la bataille serait ardue. Le procès a commencé sous une tension palpable. Marie, soutenue par Julien et Maître Lefebvre, a affronté sa belle-mère lors de plusieurs audiences, où les arguments ont été présentés, les témoignages remis en question et les documents minutieusement examinés. À chaque séance, la tension entre les parties devenait plus palpable, un reflet des émotions conflictuelles et des risques élevés impliqués. L'opposition a utilisé plusieurs tactiques pour discréditer Marie, remettant en question son absence au cours des dernières années et insinuant des motifs financiers derrière sa revendication. Cependant, Maître Lefebvre, avec l'aide de Julien, a monté une défense solide, mettant en évidence l'injustice de la situation et la manipulation évidente de la belle-mère. Un des moments cruciaux du processus est survenu lorsqu'un ancien ami de la famille, motivé par la situation de Marie, s'est présenté avec une lettre écrite par le père de Marie, dans laquelle il exprimait clairement son désir de laisser la plus grande partie de son héritage à sa fille. Ce document, jusqu'alors inconnu de Marie, est devenu une pièce maîtresse, renforçant significativement sa position. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, la pression sur Marie était immense. Cependant, la présence constante et le soutien de Julien lui procuraient de la force. Ensemble, ils affrontaient chaque défi, chaque revers, gardant l'espoir que la justice, à la fin, prévaudrait. La bataille juridique, pleine de rebondissements et de moments d'incertitude, a mis à l'épreuve la résilience de Marie de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais à chaque pas en avant, elle se sentait plus proche de revendiquer non seulement son héritage, mais aussi son identité et son droit à un avenir qui lui avait été injustement refusé. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'atmosphère au tribunal devenait de plus en plus chargée de tensions et d'attentes. La défense de Marie, méticuleusement construite par Maître Lefebvre avec le soutien de Julien, commençait à révéler les couches de manipulation et de tromperie tissées par la belle-mère de Marie. La découverte de la lettre du père de Marie, exprimant clairement ses intentions concernant l'héritage, n'était que le début d'une série de révélations qui allaient ébranler les fondations de l'affaire. Au fur et à mesure que les détails du testament original et des circonstances suspectes de sa modification ultérieure émergeaient, le tribunal devenait le théâtre d'une véritable bataille pour la justice. Des témoins clés, auparavant réduits au silence par la peur ou une loyauté mal placée, ont commencé à se présenter, encouragés par le courage de Marie et par la preuve irréfutable de sa revendication légitime. Parmi ces témoins se trouvait l'ancien avocat de la famille, qui, sous la pression de la preuve présentée et du sens du devoir moral, a confirmé qu'il avait été contraint de modifier le testament sur les instructions de la belle-mère. Ces paroles, bien que tardives, ont apporté un poids supplémentaire à la cause de Marie, exposant l'ampleur de la manipulation à laquelle l'héritage de son père avait été soumis.
La communauté, en prenant connaissance des détails sordides de l'affaire par le biais de la couverture médiatique, s'est mobilisée en soutien à Marie. Des groupes de soutien se sont formés, des manifestations pacifiques ont eu lieu, et une vague de solidarité numérique s'est répandue, avec des hashtags et des campagnes de financement pour aider à couvrir les frais juridiques de Marie. L'histoire de Marie, marquée par des pertes et des injustices, a résonné avec beaucoup, qui y ont vu un symbole de résistance contre l'oppression et la cupidité. À l'intérieur du tribunal, l'impact de ces révélations et du soutien communautaire était palpable. Même les membres du jury, initialement indécis, ont commencé à regarder Marie non pas comme une revendicatrice lointaine, mais comme une victime d'une profonde injustice qui réclamait réparation. Le tournant est survenu lorsque d'anciens documents, découverts lors de l'enquête menée par Julien, ont été présentés comme preuve. Ces documents, comprenant des registres financiers et des correspondances personnelles entre Marie et son père pendant son enfance, ont offert un aperçu intime du lien affectueux et de l'intention claire du père de Marie de garantir son bien-être et son avenir. La belle-mère de Marie, confrontée à l'avalanche de preuves et à la pression croissante du public, a vu sa défense s'effondrer. Ces tentatives de discréditer Marie et de justifier ses actions sont devenues de plus en plus désespérées et finalement infructueuses. En fin de compte, le procès n'était pas seulement un conflit pour l'héritage de Marie, mais aussi un moment de catharsis collective, où la vérité l'a emporté sur le mensonge et la justice sur l'injustice. Pour Marie, c'était une preuve que, même dans les circonstances les plus sombres, la lumière de la vérité et le soutien d'une communauté peuvent restaurer ce qui a été perdu et ouvrir la voie à un nouveau départ. Le dénouement du procès a marqué le début de la fin de la longue bataille de Marie pour la justice. La belle-mère, après une série de révélations compromettantes et la pression inébranlable de la défense de Marie, a finalement été démasquée devant le tribunal et l'opinion publique. Les preuves présentées par Maître Lefebvre, soutenues par des témoignages cruciaux et la mobilisation communautaire, ont laissé peu de place au doute, aboutissant à une décision judiciaire qui a non seulement exposé les actions frauduleuses de la belle-mère, mais les a également corrigées de manière décisive. L'héritage de Marie a été officiellement restitué, une victoire légale qui symbolisait bien plus que la récupération de biens matériels. Cela représentait la restauration de l'honneur de sa famille et la réaffirmation de sa dignité, depuis longtemps usurpée par un complot de cupidité et de manipulation. Le verdict, prononcé dans une salle d'audience pleine de spectateurs et de partisans de Marie, a été accueilli avec un mélange de soulagement et de joie. Dans les jours qui ont suivi la décision, l'histoire de Marie et sa lutte pour la justice sont devenues un sujet de discussion généralisé. Les journaux et les chaînes de télévision ont couvert la résolution de l'affaire, mettant en avant non seulement la nature dramatique des événements, mais aussi la résilience et la détermination de Marie. Elle est devenue, pour beaucoup, un symbole de courage face à l'adversité, une source d'inspiration pour ceux qui luttent pour leur propre justice. La célébration de la victoire était à la fois personnelle et collective. Marie, accompagnée de Julien et de ceux qui l'avaient soutenu tout au long du chemin, a organisé un petit, mais significatif, événement de célébration. C'était un moment de reconnaissance, une opportunité pour Marie d'exprimer sa gratitude à la communauté qui s'était mobilisée à ses côtés et aux individus qui étaient devenus une partie essentielle de son parcours. Pendant la célébration, Julien, qui avait été un pilier de soutien constant, a exprimé son admiration pour Marie. Votre force et votre détermination nous ont montré que la vérité et la justice peuvent l'emporter, même contre les plus grands obstacles, a-t-il dit, reflétant le sentiment de tous les présents. Marie, quant à elle, s'est sentie submergée par un sentiment de paix et d'accomplissement. La bataille avait été longue et épuisante, mais, à la fin, elle avait non seulement récupéré son héritage, mais aussi sa propre histoire et identité. La victoire était d'autant plus douce qu'elle n'avait pas été seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui croyaient en la justice et en la vérité. Marie ne s'agissait pas seulement de renverser une usurpatrice, mais aussi de l'affirmation de valeurs fondamentales de justice et d'intégrité. L'héritage restitué était important, sans aucun doute, mais le vrai gain pour Marie était la preuve que, avec du courage et le soutien d'une communauté solidaire, il est possible de faire face aux ombres du passé et d'émerger vers la lumière d'un avenir prometteur. Avec l'héritage enfin restitué et la justice rendue, Marie se retrouva face à un nouveau départ, non seulement personnel, mais aussi professionnel. La bataille légale non seulement restaura sa situation financière, mais lui offrit également une plateforme inattendue d'influence et de voix. Inspirée par la vague de soutien qu'elle avait reçue pendant sa lutte et motivée par un profond désir de créer un impact positif, Marie décida de tourner son attention vers Dubois Construction, l'entreprise qui avait été son refuge inhabituel et qui devenait maintenant son champ d'action.
Avec Laurent et Julien à ses côtés, Marie présenta une vision ambitieuse pour l'avenir de l'entreprise, transformer Dubois Construction en un leader de la durabilité et de la responsabilité sociale dans l'industrie de la construction. Elle imaginait des projets qui ne généraient pas seulement des profits, mais qui bénéficiaient également aux communautés et réduisaient l'impact environnemental. Je veux que notre entreprise soit un exemple de la manière dont les affaires peuvent être une force pour le bien, expliqua Marie lors d'une réunion avec l'équipe de direction, sa voix empreinte de passion et de détermination. Marie proposa une série d'initiatives innovantes, de l'adoption de technologies de construction verte et de matériaux durables au développement de projets de logements abordables pour les familles à faible revenu. Elle souligna également l'importance de partenariats avec des organisations non gouvernementales et des communautés locales pour garantir que les projets répondent aux besoins réels des gens. La réaction initiale fut mitigée, certains voyaient la vision de Marie comme un souffle d'air frais, tandis que d'autres exprimaient des préoccupations concernant les coûts et la viabilité de ces changements. Cependant, avec le soutien de Laurent et de Julien, qui avaient été témoins de la force et de la résilience de Marie de première main, l'entreprise commença à embrasser progressivement sa nouvelle orientation. Les premiers projets sous la nouvelle initiative furent stimulants, mais aussi incroyablement gratifiants. L'un des points forts fut la construction d'un complexe de logements écologiques qui non seulement utilisait l'énergie solaire et des matériaux recyclés, mais offrait également des espaces verts communautaires et des programmes d'éducation environnementale pour les résidents. Le succès de ce projet servit de témoignage puissant des possibilités d'une approche plus consciente et durable dans le secteur de la construction. Alors que Dubois Construction commençait à être reconnu pour ses efforts innovants, la vision de Marie inspirait également d'autres entreprises du secteur à reconsidérer leurs propres pratiques. Des conférences et des forums du secteur invitaient Marie à partager son histoire et son approche, diffusant le message que des changements significatifs sont possibles lorsque l'on fait preuve de courage et d'engagement. Pour Marie, ce nouveau chapitre n'était pas seulement une opportunité de conduire une transformation dans le monde des affaires, c'était aussi une manière d'honorer la mémoire de son père et de tous ceux qui l'avaient soutenu dans son parcours. Elle regardait vers l'avenir avec espoir, sachant que, bien que le chemin à parcourir soit rempli de défis, elle avait la force, l'équipe et la vision pour les affronter. Ce n'était pas seulement un nouveau départ pour Marie, mais aussi pour Dubois Construction et potentiellement, pour toute l'industrie de la construction. Avec l'héritage enfin restitué et les injustices du passé corrigées, Marie se retrouva à un carrefour de possibilités. La victoire au tribunal ne lui rendit pas seulement ce qui lui revenait de droit, mais lui offrit également une plateforme pour effectuer des changements significatifs. Inspirée par le parcours qu'elle avait parcouru, et avec le soutien indéfectible de Julien, elle décida de diriger sa nouvelle position et ses ressources pour transformer Dubois Construction. Marie avait une vision claire, elle voulait que l'entreprise montre l'exemple, adoptant des pratiques durables et initiant des projets ayant un impact social positif. Elle voyait une opportunité d'influencer l'industrie de la construction de l'intérieur, en promouvant des innovations respectueuses de l'environnement et contribuant à la communauté. Avec Julien à ses côtés, maintenant non seulement comme partenaire dans sa vie personnelle, mais aussi comme un collaborateur clé dans ses plans d'entreprise, Marie commença à mettre en œuvre sa vision. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie pour intégrer les technologies vertes dans les opérations de l'entreprise, ainsi que pour établir des partenariats avec des organisations non gouvernementales pour des projets de construction dans des communautés défavorisées. La transformation ne fut pas immédiate, faisant face à la fois au scepticisme interne et aux défis du marché, mais la détermination de Marie et de Julien s'avéra contagieuse. Peu à peu, Dubois Construction commença à être reconnu non seulement pour son excellence opérationnelle, mais aussi pour son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale. L'impact de ces changements résonna au-delà des limites de l'entreprise, inspirant d'autres sociétés du secteur à reconsidérer leurs propres pratiques. Marie devint une voix influente dans l'industrie, souvent invitée à parler lors de conférences et d'événements sur la durabilité et l'innovation sociale. Son histoire, un récit de dépassement et de transformation, servit de phare d'espoir et d'inspiration pour beaucoup. Marie et Julien sont un témoignage de la lumière qui peut émerger des ténèbres de l'adversité. Par une nuit paisible à Paris, le couple contemplait la ville illuminée, réfléchissant au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. D'une femme de ménage sous-estimée à une leader d'entreprise influente, Marie avait parcouru un chemin rempli de défis, mais aussi de réalisations significatives. « Regarde jusqu'où nous sommes arrivés » dit Marie, se tenant sur le balcon à côté de Julien. « Tout semble possible maintenant. » Julien sourit, entrelaçant sa main dans la sienne. « Tant que nous sommes ensemble, je crois que oui. » Il savait que le chemin à parcourir aurait encore ses défis, mais la force qu'ils trouvaient l'un en l'autre et dans les batailles qu'ils avaient affrontées ensemble leur donnait confiance.
L'histoire de Marie, de dépassement et de changement, était un rappel que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours de la place pour grandir, aimer et transformer le monde autour de soi. Ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, Marie et Julien regardaient vers l'avenir, non seulement avec espoir, mais avec la certitude qu'ensemble, ils pouvaient continuer à faire la différence. Ils étaient la preuve vivante que, même dans les ténèbres, il est possible de trouver une lueur inextinguible, une lumière qui non seulement éclaire le chemin à venir, mais inspire également les autres à suivre.